Personne n'a de bureau fermé chez Facebook. Et ni Mark Zuckerberg, ni le dernier employé. On travaille tous ensemble dans des bureaux, des espaces absolument ouverts. On a des salles, bien sûr, qu'on peut réserver pour travailler. Mais ça, c'est la règle. Donc, organisation horizontale. Organisation extrêmement fluide. Et tout est fait dans l'organisation de notre travail avec les collaborateurs pour simplifier le travail des employés qui sont chez Facebook. Et puis on peut travailler chez soi naturellement. Ce qu'on appelle le work from home, en français on dirait du télétravail, est absolument inné. Souvent des collaborateurs me disent demain Laurent je ne peux pas venir demain matin parce que je vais travailler chez moi, ça m'arrange, je veux être au calme, je veux réfléchir, j'ai besoin de passer des coups de fil ou j'ai une de mes enfants qui est malade mais j'ai bossé. Il n'y a aucun problème. C'est même encouragé. Voilà, l'idée c'est, tu sais, moi je trouve que le monde de l'entreprise souvent infantilise ses salariés. Alors que nous, je crois que chacun est acteur de son propre parcours, chacun a son vrai périmètre de responsabilité. Nous, par exemple, on ne vient jamais nous voir avec des questions, on vient toujours avec des recommandations. C'est-à-dire qu'on amène vraiment chacun à prendre le maximum de décisions de par lui-même et d'être vraiment le propre juge de son périmètre. Donc c'est quand tu as des responsabilités que le job devient assez excitant et passionnant. Donc nous, on est vachement dans la responsabilisation de toutes les équipes. L'idée, c'est de faire très très attention à la personnalité des gens qu'on recrute, parce qu'une entreprise, ce n'est que le reflet de ce que sont les femmes et les hommes qui la constituent. Donc on peut être demain 10 000. Tant qu'on a fait très attention aux personnes qu'on recrute, on va garder ce même état d'esprit. Aujourd'hui, les gens, dans un instant donné, il y a de plus en plus de gens qui ont plusieurs activités. Ils sont étudiants la journée, ils sont entrepreneurs le soir. Ils sont fonctionnaires et puis ils ont quand même un projet d'entreprise. Ils sont salariés à mi-temps et puis l'autre moitié, ils essaient de créer quelque chose. Ou alors, ils travaillent à temps plein sur une plateforme. Et dans le temps, par contre, ils vont changer. On va faire 2 ans de chauffeur Uber, puis après, on va refaire une formation, puis après, on va reprendre un emploi salarié, puis après, on va faire d'autres choses. La vie, ça va être ça en 2030. En 2030, on va faire plusieurs activités en même temps. On va faire des activités différentes tout au long de la vie, mais ça ne doit pas vouloir dire plus de précarité. Comment on fait pour qu'au niveau individuel, on garantisse des droits à la formation, un droit à la protection santé, un droit au chômage, un droit à la retraite, mais permettre la flexibilité dans les parcours de vie. Parce que là, on ne parle pas de flexibilité du travail pour le grand capital, on parle de flexibilité pour la volonté des personnes de faire ce qu'elles veulent faire et ce qu'elles souhaitent faire. En 2016, on se rend compte déjà qu'il y a un phénomène de dématérialisation, c'est-à-dire qu'on se retrouve tout à fait à pouvoir très bien travailler sans être tous réunis dans un seul et même espace. Et que même ces espaces vont avoir tendance à se transformer, c'est-à-dire qu'on veut de moins en moins être dans des petites salles avec de la moquette, une secrétaire en bas et badgée à l'entrée. C'est assez déprimant ça, comme concept, de se dire aller au travail dans ces conditions-là tous les jours. Et c'est des détails qui sont absolument pas anecdotiques en fait, c'est des détails qui comptent énormément dans la façon de vivre le travail au quotidien. Donc de plus en plus on voit que les espaces dans lesquels on travaille doivent être accueillants, chaleureux et inciter à la collaboration, au partage, ressembler de plus en plus à une maison finalement. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, ça représente 10% du PIB des employés en France. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent, qui sont des entreprises sociales. Et donc je pense que l'entrepreneuriat social, ça deviendra un mouvement important. C'est en train de le devenir et en 2030, ce sera une partie importante de l'économie. Il y aura de plus en plus de success stories d'entrepreneurs sociaux. Et aussi, les entreprises classiques se seront inspirées aussi de ces nouveaux modèles économiques et les auront intégrés en interne. Donc ça aura participé à transformer ces entreprises grâce à l'intrapreneuriat social aussi. À quoi ressemblera le recrutement en 2030 ? Alors pour moi, en fait, il y a 2 écoles. Il y a l'école qu'on appelle du neuro-recrutement. Donc là, on va aller vers les neurosciences de plus en plus et en fait, on va vous mettre des électrodes et on va voir votre activité cérébrale. Et tout comme on peut se dire qu'un candidat correspond à une fiche de poste, on pourra trouver que l'activité du cerveau d'un candidat correspond à l'activité qu'on en attend pour bien correspondre à un poste. C'est assez triste, hein. C'est l'une des possibilités, c'est pas la vision que je favoriserais. Personnellement, je crois beaucoup plus en un mode de recrutement ultra collaboratif où en fait on disposera d'informations sur un peu tout le monde et surtout en fait quand un recruteur voudra aller recruter une personne, il pourra aussi solliciter l'avis d'une communauté pour pouvoir en savoir un peu plus sur finalement ce candidat, est-ce que vous me le recommanderiez et est-ce que ce candidat finalement il va être ambassadeur de mon entreprise parce que de plus en plus c'est de ça dont il va s'agir.
Nous, chez Classerie, on est convaincus justement que la donnée et donc les algorithmes sont aujourd'hui indispensables pour aider la fonction RH à se repenser, à se renouveler, parce qu'on a une réalité économique contemporaine qui est complexe, qui est incertaine et qu'aujourd'hui tout va très vite et tout change. On ne construit plus sa carrière, on la consomme, on a envie de pouvoir évoluer, qu'on soit freelance, salarié ou entrepreneur, entre des métiers, entre des pays, entre des entreprises. Et donc la fonction RH, elle a besoin de cette donnée justement pour prendre des décisions qui vont être basées sur les faits, c'est-à-dire dépasser l'idéologie qu'on a d'habitude quand on pense RH pour justement être sur des faits, sur des données qui vont permettre d'avoir des décisions qui sont factuelles, qui ne sont pas contestables et qui vont permettre d'aller convaincre des managers en interne ou une fonction hiérarchique dans les grandes entreprises.